Bonjour à tous. Nous allons pouvoir commencer. Donc, je vous remercie de nous avoir rejoints pour ce nouvel épisode des webinaires du CRESEB dédié aujourd'hui à la question de l'intermittence des cours d'eau en Bretagne. Donc, pourquoi on s'intéresse à cette question? Parce que dans notre contexte tempéré humide breton, les cours d'eau intermittents sont fortement présents et il est donc pertinent de mieux comprendre quels sont les déterminants de cette intermittence, mais aussi quelle est la perception et quels sont les usages de ces cours d'eau intermittents. Donc avec nous aujourd'hui 4 intervenants que je remercie de participer à ce webinaire, qui vont nous proposer donc des présentations en deux parties. Donc dans un premier temps, Rémi Dupas, hydrologue, et Simon Dufour, géographe, présenteront les premiers travaux menés en 2023 par l'équipe pluridisciplinaire de l'Université de Rennes 2 et l'INRAE dans le cadre d'un financement en PIEC. Des travaux qui ont analysé essentiellement les dimensions à la fois biophysiques et sociales de cette intermittence. Et puis, dans un second temps, Laetitia Citeau, qui est conseillère études et ingénierie, et Florent Torta, qui est animateur milieu aquatique, nous présenteront l'étude menée depuis novembre 2022 par le PTB Vilaine sur la compréhension des facteurs à l'origine des insectes observés sur les cours d'eau de l'amont de l'île et en forêt de Rennes. Donc, pour rappel, ce webinaire est enregistré, donc merci de bien vouloir tous fermer vos micros. Des temps d'échange seront proposés au fil des présentations et à l'issue des interventions. Donc, on va commencer. Le temps est assez serré. Rémi et Simon, je vous laisse la main et la parole pour cette première partie. Merci Elodie. Bonjour tout le monde. Rémi Dupin, comme Elodie l'a bien dit, donc je suis chargé de recherche INRAE et j'ai participé avec un certain nombre de collègues à un projet PIAC. Donc c'est un petit projet d'un an qui nous a permis de financer deux stages cet été. Donc voilà, on va rentrer dans le vif du sujet. Attendez, je peux passer les diapos. Voilà. Avant de commencer, on voulait vous faire un petit rappel sur les définitions. Qu'est-ce que c'est qu'un cours d'eau intermittent? En fait, la définition, elle est très simple, hein. C'est un cours d'eau qui cesse de couler une partie de l'année. Donc, ça peut être une intermittence saisonnière, comme on a en Bretagne, mais on peut avoir des écoulements plus épisodiques, voilà, suite à des événements pluvieux dans d'autres types de contextes. L'intermittence des cours d'eau, c'est un phénomène qui est très répandu, très courant. Donc là, sur cette diapo, vous avez deux exemples d'estimation de la présence de cours d'eau intermittents dans le monde à gauche et en France à droite. Et on voit que d'après ces estimations-là, dans le monde, il y en a à peu près la moitié du réseau hydrographique mondial qui est intermittent. En France, d'après l'estimation que j'ai choisi de vous présenter, c'est 39% du réseau qui serait intermittent. Alors, des cours d'eau intermittents en France, on voit qu'on en a, par exemple, dans la zone méditerranéenne, là, on s'attendrait à en voir, mais on remarque aussi que l'est de la Bretagne a aussi une forte densité de cours d'eau intermittents, malgré notre climat tempéré océanique. Alors, dans ce projet, il a un titre très global, mais finalement, on s'est concentré sur deux questions, donc c'était traité par deux stages de M1. La première question, et là c'est moi qui vais prendre la parole avant de laisser la parole à Simon pour la deuxième. La première question, c'est celle des déterminants de l'intermittence des cours d'eau bretons. On a essayé de déterminer la part des facteurs de contrôle naturels et anthropiques sur l'intermittence de ces cours d'eau, donc dans notre contexte particulier, dans des bassins versants euh, tempérés humides sur socle. Cette question, on a essayé de la traiter à deux échelles, à l'échelle régionale, avec les données sur toute la Bretagne, et sur une échelle plus locale, sur deux zones d'études que l'on va vous présenter un peu plus tard. Simon, est-ce que je te donne la parole pour présenter tes objectifs? Oui, très, très rapidement, je peux dire que à la fois en parallèle, mais pas que en parallèle, il y avait aussi la volonté d'explorer une dimension, on va dire, plus sociale de ces cours d'eau intermittents, avec l'idée déjà de confronter les données, voilà, de confronter à la fois les données observées ou biophysiques, et puis la perception que les usagers ou les riverains peuvent en avoir. Et puis aussi pour creuser cette dimension-là, avec l'idée que des objets qui sont... enfin, il n'y a pas beaucoup de littérature là-dessus, mais il y en a un petit peu qui commence à émerger, avec l'idée que ces objets ne sont pas toujours très bien ni connus, ni même reconnus, ce qui ne facilite pas leur gestion, leur prise en compte dans la gestion, et même leur mobilisation quand il s'agit
de travailler sur les questions de ressources en eau. Donc on voulait explorer cette dimension-là. Voilà. Voilà, donc les deux stages étaient un peu entremêlés, vous allez voir, donc n'hésite pas Simon si j'oublie de dire des choses de m'interrompre. Donc je commence par le premier stage, donc c'est Anna Geffray qui est une des auteurs là, qui a mené ce stage sous la supervision de l'ensemble des autres co-auteurs de cette partie. La première chose qu'on a faite, en fait, c'est de faire un état des lieux, un bilan de l'information disponible à l'échelle régionale. Et on a trouvé notamment ces deux informations réseau. Donc la carte RHT sur la gauche et la carte BD Topage que je pense beaucoup d'entre vous connaissent. RHT, en fait, c'est un zoom de la carte française que j'avais montré juste avant. Donc ce sont deux cartes qui sont très différentes. Elles sont issues de méthodes différentes et elles donnent des résultats différents, comme vous pouvez le voir. Donc en rouge, ce sont les cours d'eau intermittents. À gauche, donc c'est une carte issue de la modélisation française qui utilise des méthodes d'apprentissage. Donc c'est ce qu'on appelle le machine learning. On a utilisé, enfin, les auteurs ont utilisé les données de stations hydro qui présentent des zéros, donc des arrêts d'écoulement, et puis un certain nombre de descripteurs de bassin versant sur le climat, sur la topo, sur les sols, pour faire apprendre le modèle et ensuite appliquer ce que le modèle avait appris à l'ensemble des segments hydrographiques. Les limites un peu de cette carte de gauche, bah, c'est que ça a appris sur des stations hydro, donc plutôt des grands bassins versants, et ensuite c'était appliqué partout, y compris sur des plus petits. Donc on peut s'imaginer que, que ça peut conduire à des biais. Et puis les descripteurs de bassins versants disponibles pour faire apprendre le modèle, bah, ça n'inclut pas tout ce qui est très local. Bah, par exemple, tout ce qui est altération de l'hydromorphologie, des prélèvements, tout ça. Voilà, pour la carte de gauche. Sur la carte de droite, bah, la méthodologie elle est un peu plus obscure. On n'a pas tout trouvé, mais en tout cas, c'est un peu plus basé sur des informations locales, contrairement à la carte de gauche qui était une carte nationale. La première chose qu'on voit, c'est que les cours d'eau considérés comme intermittents, dans les deux cas, c'est pas du tout les mêmes. Sur la carte de gauche, on a ce gradient est-ouest qui est très net. Sur la carte de droite, on a plutôt considéré que ce sont les petits cours d'eau qui sont intermittents et on voit pas vraiment de gradient en lien avec les gradients qu'on connaît sur la topographie, le climat, les sols. Pour évaluer un peu la qualité de cette information, on a comparé ces deux cartes de réseau à des observations ponctuelles de terrain. Donc cette fois une information juste parce qu'elle a été vérifiée par des techniciens sur le terrain. C'est ce qu'on appelle la base de données onde, qui commence à être de plus en plus connue. Donc sur cette base de données onde, on a ici deux représentations de cette base de données, plutôt binaire, oui, non, à gauche. Si les cours d'eau ont présenté de l'intermittence pendant la période d'observation. Et puis à droite, une représentation plus continue avec le pourcentage des observations en intermittence. Ce qu'on voit bah, à première vue sur cette carte, c'est que on a un gradient est-ouest, donc ça ressemble plus à la carte qu'on avait avant, à la carte qu'on avait appelée RHT. Et puis après, il faut aller voir un peu plus dans le détail si cet effet tête de bassin versant plus grand se retrouve. Donc, pour avoir une évaluation un peu plus détaillée de la qualité de notre information réseau, on a utilisé un indice qui s'appelle l'indice kappa, qui permet de voir si nos informations réseau étaient correctes. Pour Topage, on a un indice kappa qui est inférieur à 0, ce qui est très mauvais, c'est-à-dire qu'en fait, enfin, l'information de Topage, elle n'est pas du tout en accord avec les observations ondes. Pour l'information RHT, donc c'était la carte qui était à gauche avec les gradients est-ouest. On a un indice kappa qui est de 0,4, ce qui est plutôt médiocre, hein. En général, on préfère avoir des indices qui se rapprochent de 1. Mais bon, supérieur à 0, donc supérieur au hasard en fait. Donc on a essayé, nous, pendant le projet, de refaire un travail comme l'indice RHT, mais avec les données spécifiques à la Bretagne. Donc on a utilisé un modèle de machine learning avec les informations cartographiques présentes sur toute la Bretagne pour essayer de reconstruire un modèle qui prédise les cours d'eau qui sont intermittents. Et en fait, on n'a pas fait mieux que RHT, on a quelque chose autour de 0,3, 0,4. Donc, même avec des informations locales, on n'est pas meilleur que la carte nationale.
Alors, ça peut paraître décevant, mais l'interprétation qu'on en fait, nous, c'est qu'en fait, bah, on peut apprendre quelque chose de cette difficulté à prédire les cours d'eau intermittents. Le fait qu'il soit si difficile de prédire l'intermittence à partir des bases de données disponibles sur les sols, le climat, tout ça, euh, ça nous montre qu'en fait, l'intermittence, elle n'est pas déterminée que par ça, elle est aussi déterminée par des facteurs locaux non cartographiés. Donc, ce qu'on peut penser sur l'altération de ces cours d'eau recalibrés, déplacés, etc., ainsi que les prélèvements. Il reste cependant difficile de faire la part des facteurs intrinsèques et des facteurs anthropiques locaux avec ce genre d'analyse. Mais on voit déjà que les deux vont jouer un petit peu. Donc voilà, c'est ce qu'on avait réussi à dire à partir des informations régionales. Avec les infos plus locales, donc c'est la deuxième partie de ma présentation. Je vous montre là les trois principaux sites où on a travaillé, Etel, Néal et un bassin versant de Nézin. Et puis les autres sites de référence, on va en parler un peu plus tard. La première chose qu'on a faite, c'est de comparer des cartes anciennes, donc c'est l'approche diachronique qu'on a pu mener à Nézin, en comparant le réseau hydro de 1850 avec l'actuel. Bon, dans ces deux cartes, le réseau cartographié est incomplet, hein, donc ça, on va pas trop discuter là-dessus. Par contre, ce qu'on peut observer, c'est que entre le réseau de 1850 et l'actuel, ben, on avait davantage de méandres avant, donc ça se voit un peu sur la partie centrale de cette carte. Et puis le deuxième point, c'est qu'il y a un certain nombre de cours d'eau ont été déplacés. C'est assez flagrant là sur la partie, l'affluent nord-est. Donc nos cours d'eau intermittents qu'on a étudiés sont des cours d'eau qui ont été altérés. La deuxième chose qu'on a faite à l'échelle locale et sur les deux des sites, Etel et Nézin, c'est de mesurer des géométries de cours d'eau pour tester l'hypothèse que bah, les cours d'eau euh, incisés suite à des modifications par l'homme seront davantage intermittents que des cours d'eau à la géométrie naturelle. Donc on a mesuré des géométries de cours d'eau qu'on a comparées à des références, à des bases de données produites par l'OFB. Je vais vous montrer un peu comment on a fait ça. Donc, on a essayé de suivre au mieux le protocole OFB. C'est un protocole qui nous indique comment calculer des ratios largeur-profondeur de cours d'eau. Donc voilà, pour chaque station, on a 6 transects, 5 distances à la berge, et puis on fait la moyenne de tout ça, et on a un ratio largeur-profondeur moyen pour la station. Ce qu'il faut retenir, c'est que plus le ratio est bas, plus le cours d'eau est incisé. C'est ce qu'on voit sur la figure de droite. Ici, ce sont des illustrations des campagnes de terrain. Donc, on voit la manipulation d'une mire et puis les difficultés qu'on peut avoir dans les très petits cours d'eau. Par exemple, s'il y a il y avait de la végétation pour mesurer ces géométries. Voilà, on avait 7 sites d'études dans chacun de nos terrains d'études, avec des gradients, plutôt sur la partie Ériadétel à droite et puis un peu moins de gradients sur la partie Nézin à gauche. Les résultats, donc les voici. Donc, je vous représente les ratios largeur-profondeur. Nos deux sites d'études, ils sont représentés au milieu des box plots, là. Donc, c'est Nézin en vert et Riadetel en jaune. Et puis, nos références, on a les données CARIS en marron à droite et puis les données OFB en orange. Alors, entre nos deux sites d'études, on avait des ratios largeur-profondeur comparables entre eux. Par contre, dans nos sites, donc intermittents, on a des cours d'eau plus incisés que nos références. Donc, on a donc des cours d'eau qui sont à la fois incisés et intermittents. Ça ne nous dit pas exactement de combien l'intermittence serait réduite si on restaurait ces cours d'eau. Mais en tout cas, on voit qu'on a coïncidence entre des cours d'eau intermittents et des cours d'eau incisés. Je crois que ah oui, j'avais encore une petite chose à dire. C'est que quand on regarde les gradients au sein de l'area d'étel, les cours d'eau les moins intermittents, c'est aussi ceux qui sont les moins incisés. Donc, on pourrait penser que ce serait une preuve que cette altération des cours d'eau aggrave ou cause l'intermittence de ces cours d'eau. C'est qualitatif, c'est un peu plus dur de répondre quantitativement à combien de pourcentage ça joue. J'en ai terminé, ça à toi sinon.
Avant, Simon, que tu enchaînes, je ne sais pas s'il y a des questions Ah de oui, on avait dit qu'on peut-être prenait des questions. de compréhension. Oui, Ouais, Rémi, par rapport à ce que tu viens d'exposer, faut pas hésiter. Alors, discussion, je vais voir. Est-ce que nous avons des mains levées ou non, je n'ai pas d'intervention pour le moment. Bah, écoutez, on prendra un petit temps à la fin peut-être de ton exposé, Simon, aussi pour revenir sur ce que tu viens de nous exposer, Rémi. Merci beaucoup. En tout cas, peut-être qu'à la fin aussi, tu nous indiqueras quelles sont les suites qu'il y aura peut-être sur ce travail-là, avec ces premières conclusions et ce vers quoi après vous comptez vous ouais, engager. d'accord. On a une Ouais, diapo de perspective à la fin et puis on pourra discuter des perspectives ensemble. Ouais. eh ben super. Bah, Rémi, Simon, pardon, je te laisse la main. Merci. Donc, comme je le disais en introduction, il y a eu un deuxième stage qui a participé à cette étude avec la même idée, c'est-à-dire c'était vraiment de commencer à explorer cette question-là, tester un peu des méthodologies, commencer un peu à sentir, à s'approprier ce sujet-là. Voilà, donc c'est le stage de Léane, et puis on a participé à plusieurs à suivre un peu le stage de Léane. Donc le point de départ de ce travail-là, c'était de se dire que les dimensions usage et perception sont sur ces cours d'eau-là pas très documentées. Voilà, c'est pas encore quelque chose qui a fait l'objet de beaucoup d'études. Il y a quelques études qui ont été réalisées plutôt sur des cours d'eau généralement un peu plus grands ou alors vraiment dans des contextes plus secs, on va dire, de climat plus sec. Et dans ces cas-là, souvent ce qui ressort, c'est que le cours d'eau les cours d'eau euh, que les cours d'eau temporaires ont une moindre valeur, enfin ils sont moins bien appréciés, on va dire, que les cours d'eau pérennes. Donc on est parti de ça, et puis on s'est demandé ce qu'il en était un petit peu dans le contexte breton, sur les mêmes terrains que ceux qu'a montré Rémi tout à l'heure. Et comme je le disais en introduction, on se posait un peu sous-jacente la question de savoir que, enfin, l'idée qu'on avait, c'était de se dire si ces cours d'eau-là, ils sont pas très bien appréciés, qu'ils sont même pas déjà très bien connus, comment imaginer une gestion un peu durable, voire une restauration, voire en faire un levier pour se dire, allez, ça peut participer à une appréhension un peu plus globale de la ressource en eau. Voilà, ça nous semblait être un point de départ important. Et donc, nous, l'angle d'attaque, on va dire, ou la stratégie qu'on a utilisée, c'était de se dire, comme c'est un objet c'est toujours un peu difficile d'aborder les objets qui ne sont pas très bien identifiés ou qui ne sont pas très présents dans le territoire, ou en tout cas pour les personnes qui n'ont pas une importance très importante dans le territoire. Donc on s'est dit, on va partir du rapport que les gens entretiennent avec leur territoire, et puis progressivement, on va les amener à voir s'ils peuvent nous parler de ces cours d'eau-là, de ces cours d'eau intermittents, est-ce qu'ils existent, mais on n'a pas attaqué frontalement par le cours d'eau intermittent, on a attaqué plus globalement par voilà, le rapport au territoire, le rapport au paysage, etc. Voilà pour la première. Voilà, J'ai l'impression qu'on a un petit souci avec Simon. Simon, on t'a perdu, Simon, donc je veux bien que tu reprennes au changement de diapo si tu veux bien. Attends, je Ouais, fais la vidéo éventuellement. C'est bon là? ouais. C'est bon Euh, maintenant? c'est loin, Simon. Ouais, est-ce que c'est bon? Désolé. Bah, t'es un peu loin du Non, pas trop? micro. Ah, voilà, là, c'est très bien. Ah, c'est bon là? Ouais, ouais. Oui, Ok, je repars alors. d'accord. Donc, au niveau méthodologique, on a travaillé beaucoup sur. Enfin, on avait déjà commencé à travailler un petit peu sur Néal, et puis l'idée c'était d'aller travailler sur d'autres bassins versants. Donc, comme l'a expliqué Rémi, on a été travailler sur 3 sous-bassins versants de la Ria d'Etel, avec des entretiens auprès d'usagers, d'habitants, avec à la fois des entrées soit sur leurs pratiques, par exemple pour les agriculteurs, voilà, leurs pratiques de l'agriculture, etc. Puis progressivement, on va parler du cours d'eau. Et pareil, pour les riverains ou les habitants, on part d'abord par le paysage, et puis progressivement, on se concentre sur l'hydrosystème. On a regardé un petit peu, on a épluché les discours et les entretiens qu'ils nous avaient accordés. Et puis aussi, on a regardé le discours qui était tenu, et on l'a comparé à des données factuelles d'évolution des paysages, voilà, au niveau des haies, au niveau des cours d'eau, comme l'a montré Rémi tout à l'heure sur les éventuelles modifications qu'avaient les cours d'eau, pour avoir un peu un autre regard, quoi, un regard entre guillemets issu de cartes, et puis un regard issu du discours des personnes enquêtées.
Donc au niveau des principaux résultats ou des premiers résultats qu'on ressort, nous, de ces éléments-là, c'est que d'abord, les évolutions dont, un peu globales sont assez bien perçues par les personnes qui ont été enquêtées, que ce soit des évolutions paysagères ou les évolutions climatiques. Alors parfois, elles sont un petit peu minimisées. Voilà, des gens vont vous dire que ça, finalement, ça n'a pas tant changé que ça, malgré le fait qu'on peut voir des évolutions qui peuvent être quantitativement assez fortes. Et puis aussi, une autre manière de minimiser parfois, c'est de dire bah, ça a été pire ailleurs, quoi. Voilà. Donc en gros, mais les évolutions, les tendances, elles sont quand même bien perçues. Voilà, avec parfois un petit peu de pondération dans le discours, mais elles sont bien perçues. Autre élément, euh, c'est que les cours d'eau dont on a voulu leur parler, ces petits cours d'eau intermittents, ces cours d'eau intermittents, déjà, ils sont souvent petits. Ils sont manifestement modifiés, ça c'est clair. Mais au final, on ne voit pas comment dire, un attrait, une appropriation, un intérêt ou une sensibilité pour ces objets-là qui est très forte. C'est des éléments qui ne sont pas considérés comme des éléments marquants du paysage. C'est vraiment des petits éléments. Parfois, il faut vraiment aller interroger très loin la personne pour qu'elle nous en parle, parce que voilà, c'est assez peu reconnu comme faisant partie des éléments caractéristiques du paysage. C'est des petits objets qu'on va éventuellement traverser au cours d'une randonnée, mais c'est certainement pas des choses que l'on longe pour la qualité paysagère. C'est même très souvent associé à des fossés. Ça, c'est vraiment quelque chose qui revient beaucoup, que ce soit par la taille ou par l'intermittence. C'est vraiment un élément qui est important. Il y a d'autres éléments qui ressortent des analyses, enfin, ou des discours qui sont tenus, notamment par exemple quand on interroge les agriculteurs, c'est que ces petits cours d'eau-là, ils les voient éventuellement comme des sources de contraintes, mais au sens de contraintes réglementaires. Et quand ils nous parlent des cours d'eau et à leur entretien, à la question du curage, du nettoyage, et parfois, c'est même parfois un peu confus au niveau du vocabulaire, mais c'est surtout ça qui est mentionné plus que l'intermittence en elle-même. Donc maintenant, sur l'intermittence à proprement parler, c'est la diapositive suivante. Euh, bon, ce terme, il est employé par nous, les scientifiques, par les structures de gestion, mais il n'est pas spontanément utilisé par les personnes qu'on a enquêtées, qui vont plutôt parler d'ASEC, déjà, en termes de vocabulaire. Euh, Ce phénomène de l'intermittence des cours d'eau, le fait qu'il n'y ait pas de l'eau tout le temps, alors je mets des. Il faut prendre un peu de précaution, on n'a pas interrogé non plus encore beaucoup de personnes, mais les premiers entretiens qu'on a faits montrent qu'il est souvent considéré comme naturel, naturel dans le sens normal, comme ayant toujours existé, connu de tous. Voilà, c'est pas quelque chose de surprenant, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Euh, c'est pas naturel dans le sens que son origine serait naturelle, hein, mais c'est voilà, quelque chose qui a plus ou moins toujours existé. Il n'y a pas de lien dans le discours qui est fait explicitement avec une évolution climatique ou avec des conditions climatiques. Je vous le dis, c'est vraiment associé au fonctionnement de ce cours d'eau-là, de ces petits cours d'eau de tête de bassin, comme étant quelque chose de normal associé à ces cours d'eau-là et pas lié par exemple, à une évolution climatique qui est par ailleurs peut être constatée par les personnes enquêtées. Ensuite, il y a quand même chez certains enquêtés l'idée que cette intermittence, elle peut être accentuée par certains usages, des pompages ou le fait d'avoir fait des remembrements. Dans ce cas-là, c'est souvent évoqué comme notamment les remembrements en disant voilà, ça va augmenter les à-coups hydrauliques, donc les extrêmes haut et bas, ou quelques pompages industriels qui peuvent être parfois mentionnés comme élément facteur, mais ce n'est pas le fait de toutes les personnes enquêtées, c'est certains qui le font. Et clairement, on retrouve l'idée que quand il n'y a pas d'eau, bah, ce n'est pas un cours d'eau. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose aussi qui ressort. Et du coup, la conclusion à ce stade-là, évidemment, c'est très exploratoire, mais qu'on en tire, c'est que bah, ça représente pas, cet objet-là ne représente pas un enjeu vraiment majeur euh, pour les gens qu'on a enquêtés et qui seraient capables de mobiliser. Enfin, c'est pas quelque chose qui amène à se mobiliser, quoi. Voilà. Parce que l'intérêt qu'on y porte est assez faible finalement. Ouais, on arrive dans les perspectives et les premières, c'est moi qui dois les dire, hein, c'est ça? Euh, donc, dans ce pour la partie identification des déterminants de l'intermittence, euh, bon, on arrive à quelques éléments un peu
qualitatif, mais pour en savoir davantage, c'est un peu toujours la même conclusion. Il faudrait qu'on intègre davantage de stations en essayant de couvrir davantage de gradients. La réalité telle, par exemple, c'est un terrain de jeu idéal pour faire ce travail-là. Une autre manière de faire ça, ce serait de voir les endroits où on est intervenu pour modifier le cours d'eau, enfin, dans un sens ou dans l'autre, pour le restaurer ou pour le dégrader, pour analyser ce qui se passe au cours d'un changement. Une autre perspective, à moi qui m'intéresse particulièrement, puisqu'on a une thèse qui commence sur le sujet, c'est de voir, pas forcément comprendre d'où vient cette intermittence, mais de comprendre ses conséquences. Et une des conséquences qui nous intéressent, c'est sur les concentrations en azote, phosphore et matière organique dissoute de nos cours d'eau. Ça, c'est des éléments que j'avais indiqués. Je pense que ce travail et le lien qu'il y a en ce travail, il est important, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a un peu de flou autour de ces objets-là, dans la façon dont ils sont considérés, et des éléments sur les raisons de ces ASEC, de leur dynamique, de leur répartition. Enfin, ça peut pas faire de mal au débat en tout cas, hein, parce que on voit bien que c'est un peu confus. Voilà, il y a pas d'idée. Voilà, comme je vous l'ai expliqué, il y a quelques idées sur la façon dont ça vient, mais en tout cas, y voir un peu plus clair sur les causes, c'est vraiment quelque chose voilà, qui fait défaut pour l'instant. Je pense à certains pompages, par exemple, qui ont été mentionnés et pour lesquels il faut des données un peu factuelles pour pouvoir les mettre au regard de ça. Ce dont j'avais parlé en introduction, c'est-à-dire la moindre appréciation des tronçons intermittents, elle est plutôt confirmée. Est-ce qu'elle n'est pas renforcée ici par un effet taille par rapport à ce qu'on voit dans la littérature? C'est sûr qu'on est vraiment sur des petits objets ici, enfin, on est sur des petits cours d'eau. Et voilà, il y a toute une réflexion probablement à avoir du point de vue cette fois-ci plus opérationnel. C'est des discussions qu'on a pu avoir notamment sur la Riel où ils nous ont indiqué qu'ils étaient, voilà, qu'il y avait des réflexions en cours et des idées sur, par exemple, donner des noms à ces petits cours d'eau voilà, pour participer à combler ce déficit de reconnaissance. Et moi, je trouve que c'est des sortes d'idées qui sont vraiment intéressantes à mettre en discussion et en débat. Et en tout cas, ça va dans le sens de ce qui ressort des entretiens. Et puis, bon, voilà, c'est comme l'a dit Rémi, là, on vous présente ça, mais voilà, on était vraiment dans une logique un peu exploratoire. On a interrogé un nombre limité de personnes. C'est la même façon que ce que disait Rémi. Voilà, on serait intéressé de poursuivre avec une diversité de contextes, d'autres acteurs enquêtés, parce que parfois, voilà, quand on va enquêter une personne, c'est sûr que voilà, il y a chaque individu a quelque chose à raconter, mais on a besoin de monter un peu en volume pour pouvoir aller évidemment un petit peu plus loin. Donc ça, c'est une conclusion assez classique. Et je crois que c'est tout, hein. Voilà. Très bien. Écoutez, merci beaucoup à tous les deux pour cette présentation. Donc, je propose aux participants qui le souhaitent de prendre la parole. Je ne vous vois pas forcément tous, mais n'hésitez pas à lever la main si vous avez une question. Bah, Éric Petit, si vous voulez prendre la parole, je veux bien que vous nous disiez à quelle structure vous appartenez ou pas, s'il vous plaît. Merci Simon, Rémi. Moi, je suis dans l'UMR Décode. Voilà, donc pas très loin de. On se connaît déjà un petit peu avec Alors, Rémi je et suis pas sûre Simon. que ça parle à tout le monde des codes. Décode, c'est une UMR d'écologie aquatique, Très bien. dynamique et durabilité des écosystèmes. C'est ça que ça veut Très dire. bien. Donc, Aline Rae. OK, INRAE, Institut Agro et IFREMER. très bien. Voilà, on travaille beaucoup sur tous les écosystèmes aquatiques et ce qui vit dedans. C'est une UMR qui est centrée sur la biodiversité. Alors du coup, bah, évidemment, ces questions d'intermittence, ça commence à nous interroger. Et moi, j'avais deux questions. D'abord, une question purement de curiosité, enfin, même d'étonnement, parce que, évidemment, je comprends que c'est des comptes rendus courts, donc vous pouvez pas aller très loin, mais il y a eu un travail de modélisation à Géosciences là, sur le bassin rennais de l'intermittence. Et je ne sais pas comment on peut faire du lien. Alors, je sais que leur modélisation, elle est sur des paramètres, la porosité, la conductivité. Et je me demande si vous pouvez faire un lien entre leur modélisation qui est un peu mécaniste et puis les variables
un peu naturels, Rémi, dont tu parlais, là, qui peuvent déterminer. Est-ce qu'il y a un lien possible? Parce qu'en fait, moi, in fine, ce qui m'intéresserait, évidemment, c'est plutôt les applications de ce genre d'études sur est-ce qu'il est possible à terme, en mélangeant les deux approches, d'avoir une carte d'intermittence affinée pour la Bretagne et notamment sous le changement climatique. Là, ils l'ont fait sur deux petits bassins versants du bassin rennais, mais est-ce que c'est des choses réalistes à moyen terme ou court terme? Oui, alors, merci Eric, hein. D'abord, on peut te confirmer qu'on connaît bien le travail qui a été fait par les collègues de géosciences. Là, tu parlais de la thèse de Ronan Abervet, je pense qu'il est dans les auditeurs. Euh, Moi, de ce que je retiens de sa thèse, en fait, enfin, l'objectif, c'était pas forcément de prédire l'intermittence, mais plutôt d'utiliser la donnée d'observation intermittence pour contraindre les paramètres de son modèle, qui est un modèle hydrogéologique avec deux paramètres. Enfin, c'est un peu dans ce sens-là qu'ils ont travaillé. Et ensuite, bah oui, forcément, entre les approches un peu stats que nous on a utilisées avec notre machine learning et les approches un peu plus physiques, bon, déjà on peut les comparer, on peut essayer de voir de les combiner pour avoir des cartes les plus précises possibles. Et dans les perspectives qu'on n'a pas présentées, on a l'idée quand même de monter un projet intermittence avec plusieurs équipes en Bretagne. Et donc l'équipe qui a encadré la thèse de Ronan Bervé est dans le coup. Donc euh, oui, donc on a bien prévu de travailler ensemble et éventuellement un jour d'avoir une carte d'intermittence en Bretagne meilleure que ce qu'on a à disposition pour l'instant. Et juste pour compléter, est-ce que du coup, cette carte d'intermittence, c'est quand même des travaux qui sont très axés sur les aspects naturels, physiques, géologiques, etc. Est-ce que ça intégrerait les facteurs anthropiques, ces cartes d'intermittence, ou pas du tout pour le coup? Euh, Moi, ce projet, il m'a fait un peu évoluer. Enfin, j'ai pas de réponse claire, mais enfin, de plus en plus, j'ai l'impression que les données autres que la géologie et le climat vont être déterminantes en fait. Donc, un modèle hydrogéologique seul, ça va pas suffire. Donc, oui, c'est bien le défi de croiser différents types de disciplines, d'informations, et c'est pour ça qu'on espère monter un projet un peu de plus grande ampleur régionale qui croise toutes ces disciplines. Ouais. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? N'hésitez pas, vous êtes nombreux, c'est le moment. Hélène. Bonjour à tous, moi je suis Hélène Anctil, je travaille à l'OFB, Direction régionale Bretagne. Merci pour ces stages. Je voulais dire que maintenant il y a une source de données un peu nouvelle et qui commence à être alimentée un peu en Bretagne, c'est le enquête d'eau. Donc je m'interrogeais aussi sur l'opportunité en fait d'utiliser ces données-là et il y a aussi des suivis d'intermittence. En tout cas, tous les mois d'octobre sur la partie nord, sur le Sage-Rance-Frémur aussi, avec pas mal des données vraiment nombreuses sur le bassin du Sage-Rance, qui ne sont pas dans l'enquête d'eau, mais qui seraient intéressants d'exploiter aussi. Bah, comme vous avez fait, le NEAL en fait partie, mais il y en a d'autres. Donc, peut-être aussi le fait que ces données se multiplient va nous donner un peu de la matière pour progresser dans cette connaissance. Est-ce que tu peux juste rappeler très rapidement ce que c'est enquête d'eau? Donc, enquête d'eau, c'est un peu un onde participatif. Donc, le réseau onde, lui, il reste tel qu'il est. Il est suivi par les agents de l'OFB, mais le enquête d'eau est ouvert à tous. On se crée un compte et on peut enregistrer des modalités d'écoulement là où on le souhaite, et notamment dans les petits cours d'eau de tête de bassin. Donc là, maintenant, il y en a en Morbihan, Ille-et-Vilaine, et puis un peu ailleurs, un petit peu aussi. Donc là, peut-être qu'on pourrait exploiter ça, parce que le réseau onde, en fait, c'est limité, assez limité à 20-30 stations par département. L'échantillonnage de ces stations,
il a été un peu réfléchi, mais voilà, enfin Anne Vivier qui est là pourrait en dire d'autres un peu plus, mais je veux dire, ça peut être un peu hétérogène selon le département, par exemple. Voilà. Donc, Onde, c'est intéressant parce qu'on a une profondeur de données importante, quoi. Et on va toujours sur les mêmes sites. Mais, enfin, voilà, je vois une opportunité à toutes ces saisies participatives locales. Et par ailleurs, on a mené en fait une étude avec la DREAL Pays de la Loire les 2 années passées, 2021-2022. Et on avait une phase de terrain dans cette étude où plus deux bureaux d'études sont allés décrire des patterns d'assèchement sur six bassins versants, petites têtes de bassins versants, où ils ont fait en plusieurs points du réseau hydrographique des analyses d'ASEC, relever certains éléments aussi de pression locale. Est-ce qu'il y avait présence de plans d'eau? Est-ce qu'il y avait des prélèvements? Voilà, donc ils ont essayé de défricher un peu. Alors c'est que sur 2 ans, donc c'est moins poussé que par exemple sur le NEAL où on va avoir des données sur plus longtemps. Mais il y avait des indices, des taux qui avaient été définis et puis des prémices d'explication en fait de causes intermittences, notamment liées à des pressions anthropiques. Donc, c'était pour vous, que c'est pas forcément très connu comme étude, puisque c'était une étude uniquement région Pays de la Loire. Il n'y a pas diffusé très largement, mais je peux vous l'envoyer si ça vous intéresse. Voilà, c'était plus. Après, le volet sociologique, je trouve vraiment intéressant. Et ça me fait penser à des réflexions qu'on entend au comité de bassin de Loire-Bretagne, jusque-là, dans des débats politiques. Les cours d'eau, de toute façon, il a toujours connu à sec, c'est pas d'aujourd'hui. Et donc, ça me semble vraiment important d'objectiver ça de manière plus pointue sur les fréquences, les durées, les intensités aussi d'ASEC, que c'est assez méconnu, tout ce qui est zone hyporéique, et y compris pour justement avoir des arguments dans les instances de discussion et de décision du bassin Loire-Bretagne, quoi. Donc ça me semble même assez urgent pour certains territoires. Alors la Bretagne, certes, et puis mais Pays de la Loire aussi, quoi. Voilà, ça c'était plus, c'est vraiment la perception joue un grand rôle en fait dans la préservation de ces cours d'eau. Mm, tout à fait. Merci Hélène pour tous ces renseignements et pour toutes ces études et liens. Je propose qu'on voit, il y a pas encore d'autres questions, donc je propose Laetitia et Florent que vous preniez la parole pour nous faire un point sur le cas d'études concret que vous avez fait vous sur le territoire de l'EPTB Vilaine, notamment aussi pour mieux comprendre les facteurs à l'origine des ASEC que vous observiez en amont de l'île et en forêt de Rennes. Donc, je ne sais pas, Laetitia, si tu veux prendre la Oui, main, du oui, coup. pas de souci. Hop. Et Là, c'est bon. oui, Alors, je vais essayer de le mettre en format quand il veut. Et donc là, ouais. Alors juste pour, avant que tu commences, c'était juste pour le dire rapidement que Ronan Abervet, qui a été cité plus tôt dans les travaux qu'il a fait, confirme bien qu'il y a des approches complémentaires, que ces approches sont complémentaires, pardon. Vous avez un peu plus de détails dans le chat sur sa réponse. Vas-y Laetitia, je te laisse oui. la main. Vous le voyez en format Non, présentation? non. Ah Oui, non. maintenant oui. Ça y est.
Oui, oui, mais par contre, tu vois la suivante. Alors, Oui. je ne me rappelle plus comment j'ai fait la première. Tu fais un affichage, si tu veux, tu peux faire un affichage présentation. On est en paramètres d'affichage. Paramètres d'affichage. Donc, tu fais un affichage en mode lecture aussi, comme tu veux. Tu sais où c'est? Non. Masquer le mode présentateur. Voilà. Normalement, ça marche. Super, on a tout bon. Voilà, super. Bonjour à toutes et à tous. Élodie nous a présenté. On fait la présentation à deux voix. Moi qui suis conseillère études d'ingénierie à l'unité de gestion Vilaine-Ouest, et puis mon collègue Florent Tortra, qui est animateur milieu aquatique dans la même unité, à Haut-et-Vilaine. Nous allons vous présenter très rapidement, en fait, parce qu'on a assez peu de temps, deux études en cours de réalisation sur le territoire qui ont pour objectif de comprendre les facteurs, alors plutôt anthropiques, des ASEC que l'on observe sur l'amont de l'île et en forêt de Rennes. Ces études, elles sont intégrées dans le cadre du programme d'action du contrat territorial de l'unité de gestion Vilaine-Ouest. Et donc, elles bénéficient à ce titre de subventions de l'Agence de l'eau à Loire-Bretagne, du département d'Ille-et-Vilaine et de la région Bretagne. Oui. Je vais commencer par vous présenter l'étude des ASEC sur le bassin versant du Calœuvre en forêt de Rennes. Il faut le faire avec ça, ok. C'est un petit bassin versant situé sur la masse d'eau de l'Îlet, d'une superficie de 15 km² et comprenant un linéaire de 19 km de cours d'eau. C'est un bassin versant qui est essentiellement forestier, sur lequel il n'existe aucun prélèvement de type AEP ou autre. Et pourtant, la quasi-totalité de ces cours d'eau tombe en ASEC dès fin mai, courant juin. Ça dépend des années. Les objectifs de cette étude sont d'essayer d'identifier les causes de ces ASEC. Sont-ils liés à la présence du réseau dense de fossés drainants qui ont été créés pour la facilité de l'exploitation forestière ou à la dégradation de l'hydromorphologie des cours d'eau. Et cette connaissance permettra d'identifier la typologie des actions à mettre en œuvre, ainsi que de localiser les secteurs d'intervention prioritaires. On s'appuie sur des partenaires techniques et scientifiques dans cette étude, l'OSUR et l'ONF. On a des financements de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne et du département 35, et on a un coût estimé de l'étude à environ 41 000 € pour la mise en place du suivi. On a commencé par réaliser un diagnostic hydromorphologique des cours d'eau sur ce bassin versant, et qui montre que en fait la totalité des affluents du Calœuvre, du cours d'eau principal, des affluents arrivant au cours principal, qui sont essentiellement des cours d'eau de rang 1 et 2, ont été modifiés par des travaux de rectification, de dévoiement, de recalibrage, et qui conduisent en fait à une incision du cours principal par érosion progressive. En parallèle, on a, pour essayer d'évaluer la densité de réseau de drainage sur ce secteur, sans y passer des mois de prospection de terrain, parce que voilà, c'est pas très simple en forêt. On a réalisé une cartographie du linéaire de fossés drainants via la technologie LIDAR aéroporté topobathymétrique, qui nous a permis de cartographier, c'est la carte que vous voyez à gauche, de cartographier le linéaire de fossés drainants. Donc on a un total de fossés de 103 km. Je vous rappelle, le linéaire de cours d'eau 19 km pour un réseau de drainage de 103 km.
Un des objectifs de du LIDAR aussi, c'était d'essayer d'évaluer le volume de fossés de drainage à combler. Et là, ça a été plus complexe du fait probablement de l'interférence de la couverture herbacée pour estimer la profondeur des fossés. Nous avons aussi démarré un suivi des ASEC afin de mieux comprendre la temporalité des ASEC sur ce bassin versant. Donc, on l'a réalisé selon le protocole ONDE et pour Hélène, on le bancarise sur enquête d'eau. Et donc, donc on a commencé ce suivi cette année, en mai. Mais il commence à donner des informations plutôt intéressantes, en tout cas pour nous d'un point de vue opérationnel, puisque on s'aperçoit qu'il y a des cours d'eau qui tiennent mieux l'eau que d'autres, notamment l'affluent qui est entouré en bleu. On voit dans les observations, alors du bleu, c'est écoulement visible, jusqu'au rouge, c'est à sec. Et donc, on voit que cet affluent est en eau quasiment pendant toute la période d'observation, alors que l'affluent qui est entouré en rouge, on le voit ici, hein, c'est les points 10 et 11 de l'observation. Dès fin mai, il était en assec, en tout cas à certains endroits. Pour essayer de comprendre aussi les relations nappe-rivière, on a mis en place un réseau de piézomètres. Donc, c'est les points rouges que vous voyez sur la cartographie. Donc, on a fait plusieurs transects. Ces piézomètres ont une profondeur de 10 à 25 mètres hein, en fonction de la topographie. Et le choix d'implantation de ces piézomètres, en fait, il est basé sur la densité du réseau de drainage, la topographie, la gestion forestière des parcelles. Et autre facteur à prendre en compte en forêt, c'est l'accessibilité des parcelles pour le matériel de forage. Parce que c'est pas forcément évident partout. Donc le graphe de droite, donc c'est les premiers résultats de l'évolution des niveaux de nappe hein, sur les piézomètres 1 et 2, donc entourés en orange, vous avez les courbes qui sont en orange. Et puis les piézomètres 5 et 6, donc en vert, et donc on voit les courbes en vert. Plus le trait est épais, plus le piézomètre est proche du cours d'eau. Et donc, les premières, ces évolutions commencent à montrer en fait quelques résultats qui nous ont un peu interrogés, notamment donc sur la première partie, la première phase de recharge. Alors, l'évolution, c'est de septembre 2022 jusqu'à fin juin de cette année. Et donc, on voit à la reprise de la recharge, en fait, le niveau dans les piézos qui ne suit pas forcément la topographie. Jusqu'en février-mars, nous avons en fait un écoulement qui est inverse à la pente et qui interroge sur le mode d'alimentation de la nappe. Est-ce que est-ce qu'on a un sens d'écoulement du cours d'eau vers la nappe ou la présence, à l'époque, on se posait la question, est-ce que c'était la présence d'une faille? Et vous voyez que la courbe en orange très fin, donc c'est le piézomètre qui a été implanté par le BRGM donc en 2006 et qui a une très grande profondeur, 300 mètres. Et donc, on voit qu'il a une dynamique qui est différente en fait hein, des autres piézomètres qui sont à plus faible profondeur. Et avec un pic un maxima de la nappe, du niveau de la nappe en fin mai.
le 24 mai, alors que pour les autres piézomètres, on est plutôt sur un maxima autour du 26 avril. Et dernière chose qu'on observe aussi, c'est la réactivité du niveau de la nappe en fonction de la pluviométrie. Après une pluie de forte intensité, voilà, on a une réaction du niveau de la nappe. Et donc sur deux autres transects, en fait, là, on a une évolution qui est un peu plus classique, avec des niveaux de nappe qui suivent la topographie. Des variations qui sont un peu plus lissées aussi, en tout cas pour le transect entouré en orange. On voit que les différences entre les piézomètres sont assez faibles. On a assez peu de réactions aussi par rapport à la pluviométrie. Et avec un maxima au niveau du niveau de la nappe qui est autour du 12 mai pour tous les transects. Donc voilà, ces premiers résultats me montrent qu'il y a une hétérogénéité de la réponse de la nappe. Donc ça va être intéressant de voir comment ça évolue. Et donc pour essayer d'affiner un peu la compréhension de ces échanges nappe-rivière, on a installé 2 piézomètres supplémentaires en haut de versant, notamment pour expliciter les évolutions sur ce transect et au niveau du piézomètre 1 et 2. Et on a aussi installé un limimètre dans le cours principal, dans le calœuvre, pour essayer de relier les niveaux dans le cours d'eau et dans les nappes. Donc, les suites de l'étude, nous souhaitions identifier les fossés drainants les plus contributeurs. Pour cela, nous allons réaliser des observations en période hivernale, notamment pour essayer d'identifier le mode d'alimentation de ces fossés de drainage. Est-ce que ils drainent la nappe? Est-ce que c'est les ruissellements du versant qu'il reçoit majoritairement ou des écoulements de subsurface? Et l'objectif, c'est d'acquérir les données piézométriques et les suivis à sec sur 3 ans avant de réaliser des travaux de restauration par comblement de drain. Et puis de continuer ces suivis pendant au moins 7 ans après travaux. Donc, je vais laisser la parole à mon collègue Florent Tortra pour vous présenter l'étude des insectes sur le bassin versant de l'île Amont. Il y a peut-être des questions sur la première partie. Je ne sais pas, Élodie, si tu veux... Je vais regarder, mais a priori, il n'y a pas de questions encore. Je propose qu'on continue. Il ne reste pas énormément de temps qu'on continue, comme ça, des questions pourront être peut-être posées à la fin. Voilà, vas-y. Bien, donc la seconde étude qui a été initiée, qui a commencé au mois de novembre, s'intéresse aux sources de l'île. Donc le secteur d'étude fait 68 km² avec un linéaire de cours d'eau de l'ordre de 113 km. On s'est attaché à ce secteur-là parce qu'on a eu beaucoup de retours sur des assecs prolongés et récurrents sur le secteur. Et on n'avait pas non plus énormément de données à cet endroit-là pour essayer de comprendre quelles étaient les causes de ces phénomènes. Donc, comme l'a rappelé Laetitia, c'est financé dans le cadre du contrat par l'Agence de l'eau et le département. On a aussi des partenaires techniques avec le Forum des milieux des marais atlantiques pour la problématique, le lien entre les cours d'eau et les zones humides riveraines, et le département d'Ille-et-Vilaine, du fait qu'ils ont un espace naturel sensible centré sur le bas du secteur d'étude qui sont les marais de Vaud. Et, donc voilà. Le secteur d'étude, c'est un bassin versant qui est principalement agricole, 56%, mais on a aussi 2 gros massifs forestiers
qui représente à peu près quand même quasiment un tiers de la surface du bassin. Sur ce secteur, on a aussi une forte densité de plans d'eau, plus de 200 plans d'eau, qui représentent 3% de la superficie. C'est 3 plans d'eau au kilomètre carré. Donc ça commence à faire un bon nombre. D'autres d'autres caractéristiques du bassin, c'est au niveau qui peuvent avoir une influence sur ces ASEC, c'est il y a deux forages de prélèvement AEP sur la partie ouest. Bon, c'est des forages qui n'ont pas une production forcément énorme, mais qui peuvent quand même avoir une incidence locale sur les cours d'eau. Parce que c'est des forages dans des nappes qui ne sont pas forcément très profondes et donc qui peuvent avoir quand même un lien assez important avec le réseau de surface, quoi. On a deux bourgs, d'Ingé et Fins, avec deux stations d'épuration par lagunage. L'autre caractéristique, c'est le plan d'eau de Boulet qui sert pour des activités de base nautique, mais qui à l'origine a été mis en place pour alimenter le canal de Nantes-à-Brest, là, qui est un peu en dessous, et qui était alimenté par une rigole qui serpente dans le bas du bassin pour alimenter ce canal. Alors, c'était anciennement. Maintenant, il y a une conduite d'eau forcée qui ramène ces eaux vers le canal. Donc, ces différents éléments peuvent avoir vraiment une incidence sur l'hydrologie du bassin. Ouais. On va passer. Alors l'idée, je disais, c'est on n'avait pas beaucoup de données sur ce secteur-là. Donc on a mis en place plusieurs campagnes d'acquisition de données, des diagnostics cours d'eau, des recensements de plans d'eau et, euh, et aussi un subiasec dont je vais vous parler juste un peu après. Alors, le territoire étant assez grand, on a focalisé en fait ces diagnostics sur les têtes de bassins versants, là où en fait on a quand même l'essentiel normalement de ce qui génère les écoulements dans les cours d'eau. Au niveau cette partie d'acquisition sur les cours d'eau a été faite cet hiver, entre hiver-printemps, hein, février à mai. Il y a 55 km de cours d'eau qui ont été inventoriés, 80 km de réseaux hydrauliques annexes, c'est-à-dire les fossés, les biefs, les talwegs qui sont à côté, et 120 plans d'eau. On a donc des cartes là ici à gauche. Donc c'était les têtes de bassins versants qui ont été identifiées prioritaires à aller recenser et inventorier. Et puis là on a deux cartes de résultats. Une première, donc là c'est pour voir en fait un peu l'ensemble des cours d'eau qui ont été faits. Et la carte à côté, un des critères qui avait été regardé, c'était est-ce que le cours d'eau est dans son talweg ou hors de son talweg. Ici, là, sur les 55 km, il y en a quand même 40% qui sont en dehors de leur talweg. Donc on a des cours d'eau qui sont quand même qui ont été très modifiés. Il y a un autre critère qui était est-ce que le cours d'eau était rectiligne ou sinueux ou avec un tracé naturel. Je n'ai pas encore fait les statistiques, mais on doit s'approcher de 90% de cours d'eau rectifiés. Je confirme, on est au bout de notre heure. Ouais, Peut-être c'est pour ça que pour aller voilà. directement sur les conclusions. Vas-y. Juste pour les suivis, là, c'est la même procédure
que ce qui a été fait sur le Calœuvre, avec 25 points. Et donc, ça permet voilà, d'objectiver les ASSEC sur ce secteur-là. Pour l'instant, on n'a pas vraiment de conclusion là-dessus, avec quand même quelque chose où on voit que quasiment l'ensemble du bassin se met en ASSEC début juin. L'année dernière, la reprise des écoulements s'était fait au moment des vacances de Noël. Donc, il y a quand même un ASSEC qui est très prolongé. Et donc voilà les perspectives sur cette étude. Hein, donc là, on a eu beaucoup de données d'acquises. Donc le but maintenant, c'est de les analyser pour arriver en fait, à des cartes de pression. En fonction des différentes données, de voir si on peut reconstituer des débits naturels qui va nous permettre de hiérarchiser en fait, les différentes pressions sur le secteur, prioriser des sous-bassins d'action en fonction de la densité de ces dégradations ou de ces pressions, et voir aussi s'il y a des types d'actions qui sont plus pertinentes que d'autres, voire même il y a des sensibilisations à avoir auprès des riverains usagers de ces cours d'eau. Voilà. Merci. Merci beaucoup à tous les deux. Désolée hein, de vous presser Ah non, comme mais on ça. avait plein de choses à dire, en fait. C'est le jeu, je comprends. Je vais me faire la porte-parole de questions qu'il y a dans le chat et puis après on arrêtera ce webinaire. La première, c'est de savoir dans quelle mesure la couverture forestière peut être un facteur d'aggravation des ASSEC, de par son ETP qui peut être plus importante. Est-ce que vous avez éventuellement, vous ou d'autres, des éléments de réponse là-dessus? Pas spécialement. On n'a Ouais. pas forcément d'éléments plus que ça sur le... Alors d'aggravation, est-ce que c'est de l'aggravation ou pas? Est-ce que c'est lié à des réseaux de drainage aussi qui ont été faits pour favoriser les plantations? Il y a encore je pense qu'il y a encore des questions Après, je pense qu'il y a peut-être de là-dessus. la littérature là-dessus. Ouais. Oui, sans doute aussi. Très bien. Et j'avais une autre question. C'était pour l'étude sur le bassin versant de la forêt de Rennes encore. Est-ce qu'il y a eu un lien de fait entre les écoulements des points suivis 1, 2, 3 et les piézomètres du secteur? Peut-on faire une corrélation écoulement visible plésiométrique? Sinon, avez-vous installé des débitmètres dans la rivière? Et sinon, est-ce que c'est délibérément? En fait, c'est assez compliqué sur le secteur parce que c'est une forêt très fréquentée et donc installer des débitmètres, on l'a fait, enfin on a fait on a installé donc une sonde dans un cours d'eau, mais juste à un endroit. Donc Oui, et puis la sonde, elle vient juste ouais. d'être mise en place là, Mm. fin d'été. Donc, on n'a pas encore de données, mais voilà, on s'était aperçu que les piézomètres n'étaient pas suffisants pour essayer de comprendre l'ensemble des variations et des problématiques sur le secteur. D'accord. Merci. Béatrice, la dernière question de ce webinaire. Oui, merci. Je voulais juste rapidement dire que sur la Ria d'Etel, en fait, les cours d'eau en fait, sont en ASSEC à l'exutoire de notre masse d'eau cours d'eau. Alors, parce qu'on a des petites masses d'eau cours d'eau, hein. Mais en fait, enfin, ça implique vis-à-vis de l'atteinte de la DCE notamment des choses un peu encore plus particulières que quand on est juste sur des têtes de bassin versant. Et en fait, j'en profitais pour savoir s'il y avait d'autres territoires qui étaient concernés par des ASSEC vraiment en exutoire de masse d'eau, cours d'eau. Donc, c'est juste un appel. N'hésitez pas au cas où à ce qu'on en échange entre structures concernées. Merci. C'est vrai que c'est intéressant aussi. Oui, Oui, alors clairement, là, sur le bassin de l'Île-Amont, il y a 4 masses d'eau. Donc, en fait, il y en a 3 qui sont en ASSEC à l'exutoire. Ok. Ok, merci. Donc, vous aurez sans doute de quoi échanger.
Je suis désolée, c'est très frustrant comme à chaque fois, mais je vais devoir mettre un terme à ce webinaire. En tout cas, merci beaucoup à tous les quatre pour cette présentation. Nous mettrons à la fois vos présentations, mais aussi toutes les sources et ressources disponibles en lien sur le site sur cette question-là. Donc, n'hésitez pas, à la fois les intervenants, mais aussi les personnes qui ont participé à ce webinaire, à nous en envoyer si jamais vous en avez, qu'on puisse alimenter cette partie-là sur notre site. Je vous invite aussi à aller voir nos prochains rendez-vous sur le site du CRECEB. Donc, prochain rendez-vous en octobre et en novembre sur d'autres études et d'autres sujets. Et d'ici là, je vous souhaite à tous une très belle fin de semaine, un bon week-end et à bientôt. Et merci encore.